Avant de commencer cette histoire, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ce récit qui traverse les siècles. Imaginez un homme qui n'a jamais écrit un seul livre de sa main. Un homme qui a passé sa vie à chercher un emploi stable et ne l'a jamais trouvé. Un homme considéré comme un échec par ses contemporains, mort dans l'obscurité relative, ignoré par les puissants de son époque. Et pourtant, 2500 ans plus tard, son nom résonne dans le monde entier. Plus d'1 milliard de personnes vivent selon des principes qu'il a enseignés. Des empereurs ont construit des temples en son honneur. Des dynasties entières ont fondé leur légitimité sur ses paroles. Comment un homme qui n'a rien accompli de tangible de son vivant est-il devenu l'un des penseurs les plus influents de l'histoire humaine? Pourquoi un professeur itinérant sans fortune ni pouvoir a-t-il façonné la pensée de civilisations entières? Qu'est-ce qui, dans ses paroles, a survécu aux guerres, aux révolutions, aux dynasties qui se sont effondrées? Était-ce vraiment de la sagesse ou simplement le bon message au bon moment? Et surtout, pourquoi continuons-nous à l'écouer aujourd'hui dans un monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer? Pour comprendre Confucius, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Un monde qui n'existe plus, mais dont les échos résonnent encore dans chaque aspect de la culture chinoise moderne. Nous sommes au VIe siècle avant notre ère, dans ce que les historiens chinois appellent la période des printemps et automnes. Le nom vient d'une chronique historique qui enregistrait les événements saison par saison, année après année. Mais ce nom poétique cache une réalité brutale. C'était l'époque du chaos. La Chine que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas alors. Il n'y avait pas d'empire unifié, pas de grandes murailles, pas d'empereur céleste régnant sur tout le territoire. À la place, des centaines de petits royaumes se battaient pour le pouvoir, la terre, les ressources. La dynastie Zhou, qui avait autrefois unifié ces terres, s'était effondrée en tout sauf le nom. Le roi Zhou existait encore, mais c'était une figure symbolique, un fantôme du passé sans armée ni pouvoir réel. Les vrais maîtres étaient les seigneurs de guerre, les princes, les ducs qui contrôlaient leur propre territoire comme des États indépendants. Imaginez la vallée du fleuve jaune, cette artère vitale de la civilisation chinoise. Des champs de millet s'étendent à perte de vue, ponctués de villages fortifiés. Les paysans travaillent la terre avec des outils de bronze, cultivant le millet, le blé, le riz dans le sud. Les villes sont entourées de murs de terre battus, hauts de plusieurs mètres, car l'attaque peut venir à tout moment. Dans les cours des palais, les nobles portent des robes de soie aux couleurs vives, brodées de dragons et de phénix. Ils boivent du vin de riz dans des vases de bronze ornés, discutent de stratégie militaire et d'alliances matrimoniales. Le bronze brille partout, dans les armes, les cloches des temples, les miroirs, les récipients rituels. C'est le métal du pouvoir et de la civilisation. Mais sous cette surface raffinée, la violence couve. Chaque royaume maintient sa propre armée. Les soldats portent des armures de cuir laquées, des casques de bronze. Ils manient des lances, des hallebardes, des arcs composites. Les chars de guerre tirés par 4 chevaux sont l'arme ultime de l'époque, l'équivalent des chars d'assaut modernes. Un noble guerrier se tient debout sur le char, accompagné de son conducteur et de son archer. Le bruit des roues sur la terre, le martèlement des sabots, le sifflement des flèches. Voilà la bande-son de cette époque. Les guerres ne sont pas encore totales. Il existe encore des codes d'honneur, des rituels de bataille. Avant de combattre, les armées échangent parfois des messages formels. Les nobles se défient en duel.
tuer un ennemi désarmé est considéré comme déshonorant. Mais ces codes s'effritent. La période des printemps et automnes va bientôt céder la place à la période des royaumes combattants, où toute notion de chevalerie disparaîtra dans la brutalité de la guerre totale. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, il reste encore un semblant d'ordre ancien, une mémoire de ce que la civilisation devrait être. Car c'est précisément cela qui hante les esprits de l'époque, le souvenir d'un âge d'or. Les gens se racontent les histoires des rois sages du passé, les fondateurs de la dynastie Zhou, qui régnaient avec justice et vertu, le roi Wen, le roi Wu, le duc de Zhou. Ces noms résonnent comme des légendes. On dit qu'à leur époque, les rituels étaient parfaitement observés, les relations sociales harmonieuses, le peuple heureux. La musique des cérémonies royales résonnait pure et juste. Les sacrifices aux ancêtres étaient accomplis avec une précision qui garantissait la faveur du ciel. Le ciel lui-même, Tian, cette force mystérieuse qui gouverne l'univers, accordait son mandat aux dirigeants vertueux. Mais maintenant, le mandat céleste semble avoir été retiré. Les catastrophes naturelles se multiplient, les inondations ravagent les récoltes, les sécheresses affament les populations, les princes se comportent comme des tyrans, les rituels sont négligés ou mal exécutés, la musique des cours est devenue frivole et décadente, les fils tuent leur père pour s'emparer du trône, les ministres trahissent leur seigneur, l'ordre social s'effondre et personne ne sait comment l'arrêter. C'est dans ce monde de chaos élégant, de violence ritualisée, de nostalgie pour un passé peut-être mythique, que naît un enfant nommé Kong-Qiu. Nous sommes en 551 avant notre ère dans le petit état de Lu, sur la côte, et de ce qui est aujourd'hui la province du Shandong. Lu est un royaume minuscule, coincé entre des voisins plus puissants. Mais il a un prestige particulier. C'est le fief ancestral du duc de Zhou, ce sage légendaire dont tout le monde se souvient encore. Lu se considère comme le gardien des anciennes traditions, le dernier bastion de la civilisation véritable. L'enfant qui va devenir Confucius naît dans une famille déchue. Son père, Kong He, est un guerrier d'un certain âge, descendant d'une lignée noble mais appauvrie. À plus de 70 ans, Kong He prend une seconde épouse beaucoup plus jeune, Yan Zhengzai, qui lui donnera ce fils. Certaines sources suggèrent que ce mariage n'était pas entièrement respectable selon les normes de l'époque, qu'il y avait quelque chose d'irrégulier dans cette union. Mais les détails se perdent dans la brume des siècles. Ce que nous savons, c'est que Kong He meurt quand son fils n'a que 3 ans. La jeune veuve se retrouve seule avec un enfant à élever, sans fortune significative, sans protection masculine, dans une société où tout repose sur les liens familiaux et le patronage. Ils vivent dans la pauvreté, pas la misère absolue, mais l'humiliation constante de ceux qui sont tombés d'un statut supérieur. Le jeune Kong-Qiu porte un nom noble, descend d'ancêtres illustres, mais il doit travailler pour survivre. On raconte qu'enfant, il jouait déjà à organiser des rituels. Il disposait des objets en ligne soignée, imitant les cérémonies qu'il voyait dans les temples. Il s'inclinait devant des offrandes imaginaires. Ses camarades se moquaient peut-être de lui, mais lui trouvaient dans ses gestes anciens quelque chose de profondément apaisant, comme si, en reproduisant les formes du passé, il pouvait restaurer l'ordre qui manquait à sa propre vie. Sa mère, Yan Zhengzai, comprend que l'éducation est la seule chance de son fils. Dans une société où la naissance détermine presque tout, le savoir est la seule voie de mobilité sociale. Elle fait tout pour qu'il apprenne. Le jeune Kong-Qiu étudie les textes anciens, apprend à lire et écrire les caractères complexes,
mémorise les poèmes du livre des Odes, ces 300 chants qui capturent l'âme de la culture chinoise ancienne. Il étudie l'histoire, particulièrement les chroniques de la dynastie Zhou. Il apprend la musique, car un homme éduqué doit savoir jouer de la cithare, comprendre l'harmonie. Il s'exerce au tir à l'arc, à la conduite de chars, aux 6 arts d'un gentilhomme. Mais il doit aussi travailler. On dit qu'il a été berger, gardien de grenier, comptable de bétail. Des emplois modestes, presque humiliants pour quelqu'un de lignée noble. Mais il les accomplit avec diligence. Il apprend la valeur du travail bien fait, l'importance des petits détails. Un grenier mal tenu pourrit les récoltes. Un compte inexact ruine la confiance. Chaque tâche, aussi humble soit-elle, a sa dignité si elle est accomplie correctement. Il se marie jeune, à 19 ans, selon la coutume. Il a un fils, Kong Li. Mais nous ne savons presque rien de sa vie familiale. Son mariage semble avoir été sans passion particulière, une obligation sociale plutôt qu'une romance. Il divorcera plus tard, fait rare et scandaleux à l'époque. Mais pour l'instant, il suit le chemin attendu d'un homme de son milieu. Se marier, avoir des enfants, chercher un emploi dans l'administration, car c'est là que se trouve la sécurité, le respect, l'influence dans le service d'un prince. Chaque royaume a besoin d'administrateurs lettrés, de conseillers qui comprennent les rituels, de diplomates qui peuvent négocier avec les autres États. Kongqiu étudie avec acharnement, perfectionne ses connaissances des rites, devient un expert des cérémonies anciennes. Il sait exactement quel instrument jouer à quel moment d'un sacrifice, comment disposer les offrandes, comment s'incliner avec le degré précis de déférence requis par chaque relation sociale. À 15 ans, il déclare avoir tourné son cœur vers l'étude. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un engagement total. À cette époque, apprendre ne signifie pas accumuler des informations, cela signifie transformer son caractère, cultiver sa vertu intérieure. Le mot chinois qu'on traduit souvent par « étude », « exu », implique une imitation révérencieuse des anciens sages, une incorporation de leurs valeurs dans sa propre personne. Il cherche des maîtres partout où il peut les trouver. Il interroge les musiciens sur l'harmonie parfaite. Il consulte les gardiens des archives pour comprendre les précédents historiques. Il observe les ritualistes lors des cérémonies officielles, mémorisant chaque geste. On dit qu'il a même voyagé jusqu'à la capitale Zhou, bien que ce ne soit qu'une ombre de sa gloire passée, pour consulter les archives royales. C'est là qu'il aurait rencontré Laozi, le mystérieux sage taoïste, selon une légende probablement apocryphe. Laozi l'aurait mis en garde contre l'arrogance des lettrés, lui aurait parlé de la vanité du savoir livresque face au mystère ineffable du Dao. Confucius serait reparti troublé, comparant Laozi à un dragon insaisissable. Mais vrai ou faux, ce qui compte, c'est que le jeune Kongqiu accumule un savoir encyclopédique sur les rituels, l'histoire, la musique, la poésie, les relations appropriées entre les différentes classes de la société. Il devient un spécialiste reconnu des rites funéraires, particulièrement importants dans une culture qui vénère les ancêtres. Les familles nobles commencent à le consulter pour les enterrements, les mariages, les sacrifices. Sa réputation grandit lentement. À 30 ans, il dit avoir trouvé sa stabilité. Il sait qui il est, ce qu'il veut accomplir. Il n'est pas riche, pas puissant, mais il a une mission claire, restaurer l'ordre ancien, ramener la société aux principes harmonieux du passé glorieux. Il commence à enseigner, pas dans une école formelle, car de telles institutions n'existent pas encore. Il enseigne à tous ceux qui viennent le trouver avec un désir sincère d'apprendre. Sa seule exigence, un petit cadeau symbolique, un paquet de viande séchée,
pour montrer le respect dû au maître. Mais il n'a jamais refusé un élève pour des raisons financières. Ses premiers disciples sont un groupe hétéroclite. Certains viennent de familles nobles, d'autres sont fils de marchands ou même d'artisans. Cette diversité est révolutionnaire. Avant Confucius, l'éducation était le privilège exclusif de l'aristocratie. Les rites, l'histoire, la musique, tout cela était transmis dans les familles nobles de père en fils. Kongqiu ouvre ce savoir à tous ceux qui ont la volonté d'apprendre. Il dit « Dans l'enseignement, il ne devrait pas y avoir de distinction de classe. » Pourquoi fait-il cela? Pas par idéalisme démocratique au sens moderne. Confucius n'est pas un révolutionnaire égalitaire. Il croit fermement aux hiérarchies sociales. Mais il croit aussi que ces hiérarchies devraient être basées sur le mérite et la vertu, pas seulement sur la naissance. Un homme noble de caractère mérite plus de respect qu'un aristocrate décadent. Et la vertu peut être cultivée par l'étude et la pratique. Il enseigne en marchant, en discutant, en répondant aux questions, pas de cours magistraux, pas de programmes structurés. Un élève pose une question sur le gouvernement. Il répond par une anecdote historique. Un autre s'interroge sur la piété filiale. Il cite un poème. Un troisième demande conseil sur une décision difficile. Il le renvoie aux principes fondamentaux du rituel et de l'humanité. Chaque enseignement est adapté à l'individu, à son niveau de compréhension, à ses besoins spécifiques. Ses disciples l'appellent Fuzi, le maître. C'est de là que vient son nom latinisé, Confucius, une déformation du chinois Kongfuzi, maître Kong. Pour eux, il n'est pas qu'un professeur. Il est un modèle de vie, l'incarnation vivante des principes qu'il enseigne. Ils observent comment il mange, comment il s'habille, comment il parle aux supérieurs et aux inférieurs. Tout dans sa conduite est une leçon. On rapporte qu'il était extrêmement scrupuleux sur les rituels quotidiens. Sa robe devait être parfaitement ajustée. Quand il entrait dans un temple, il se déplaçait avec une révérence silencieuse. Il ne s'asseyait pas sur une natte mal disposée. Il ne mangeait pas de viande coupée incorrectement. Cela peut sembler obsessionnel, maniaque même. Mais pour lui, chaque geste quotidien était une opportunité de cultiver l'harmonie intérieure. Les rituels n'étaient pas des formalités vides. C'étaient des exercices spirituels, des moyens de former le caractère. Car au cœur de son enseignement se trouve un concept simple mais profond. Ren, souvent traduit par humanité, bienveillance ou humaneness. C'est la vertu suprême, la qualité qui fait d'un être humain un véritable être humain. Ren est la capacité d'empathie, de se mettre à la place d'autrui, de traiter les autres comme on voudrait être traité soi-même. Quand on lui demande de résumer son enseignement en un seul mot, Confucius dit « N'est-ce pas Shu, la réciprocité ? Ce que tu ne souhaites pas pour toi-même, ne l'inflige pas aux autres. » C'est une règle d'or, mais formulée négativement. Pas « fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent », mais « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». La différence est subtile, mais importante. C'est une éthique de retenue, de conscience de soi, de considération prudente, plutôt que d'action héroïque. À côté de Ren, il place Li, le rituel, la bienséance, le comportement approprié. Li englobe tout, les cérémonies religieuses, les manières à table, la façon de saluer un aîné, le protocole d'une audience royale. Pour un esprit moderne, cela peut sembler superficiel, une obsession pour l'étiquette. Mais Confucius voit plus profond. Li est la forme extérieure qui reflète et cultive l'harmonie intérieure. Un rituel correctement exécuté exprime le respect, la hiérarchie, l'ordre social.
Il rappelle à chacun sa place dans le réseau des relations humaines, mais aussi sa responsabilité envers ce réseau. Et puis il y a Xiao, la piété filiale. C'est peut-être le concept le plus central de toute la pensée confucéenne. L'obéissance et le respect envers les parents et les ancêtres. Pour Confucius, la famille est le modèle de toute société. Si un fils ne respecte pas son père, comment un sujet pourrait-il respecter son prince? Si une fille n'honore pas sa mère, comment pourrait-elle honorer les rites ancestraux? La vertu commence à la maison, dans les relations les plus intimes, et s'étend ensuite au cercle plus large de la communauté et de l'État. Il dit « Jeune, sois filial envers tes parents. À l'âge adulte, sois fraternel, sois prudent et sincère. Aime largement les gens, mais lie-toi d'amitié avec les vertueux. S'il te reste de l'énergie, consacre-la à l'étude des arts. » Cet enseignement n'est pas abstrait. Il ne spécule pas sur la nature de l'univers, sur l'origine de la vie, sur l'existence de l'âme. Quand un disciple lui demande s'il faut servir les esprits, il répond « Si tu n'es pas encore capable de servir les hommes, comment peux-tu servir les esprits ?» Quand on l'interroge sur la mort, il dit « Si tu ne connais pas encore la vie, comment peux-tu connaître la mort ?» Il refuse de parler de métaphysique, de phénomènes surnaturels, de forces brutes, de désordre. Il se concentre sur ce qui est pratique, mesurable, améliorable. Les relations humaines, le gouvernement juste, la culture de soi. C'est un humanisme avant la lettre, une philosophie centrée sur l'homme et ses responsabilités terrestres. Mais il n'est pas athée. Il croit au ciel, Tian, cette force mystérieuse qui gouverne l'univers. Il croit que le ciel lui a donné une mission, qu'il est destiné à préserver et transmettre la culture des anciens sages. Quand sa vie est menacée lors d'un voyage, il dit calmement « Le ciel m'a chargé de cette mission. Que peut me faire cet homme ?» C'est une foi tranquille, pas une conviction fanatique, mais une assurance profonde d'avoir un rôle à jouer dans l'ordre cosmique. À 40 ans, il dit n'avoir plus de doute. Il a atteint une clarté intérieure, une compréhension stable de lui-même et du monde. C'est à cet âge qu'il commence vraiment à chercher une position politique. Car pour lui, le but ultime de l'étude n'est pas la connaissance pour elle-même, mais la transformation de la société. Un sage devrait servir le peuple en conseillant les dirigeants. Il veut mettre ses idées en pratique, montrer qu'un gouvernement basé sur la vertu plutôt que sur la force peut restaurer l'harmonie. Il obtient quelques positions mineures dans l'état de Lu, magistrat d'une petite ville, superviseur des greniers publics, ministre des travaux publics. Il accomplit ses tâches avec une efficacité exemplaire. Sous sa gestion, le crime diminue. Les récoltes sont bien stockées. Les projets de construction sont achevés à temps. Il montre que les principes moraux ont des applications pratiques. Puis, miracle, il est nommé ministre de la Justice de Lu. C'est une position élevée, l'occasion qu'il attendait. On raconte que sous son administration, Lu devient un modèle de vertu. Les marchands n'ont plus besoin de négocier les prix, car personne ne triche. Les objets perdus sont retournés à leurs propriétaires. Les portes des maisons restent ouvertes la nuit, car il n'y a pas de voleurs. Les gens respectent leurs aînés. Les hommes et les femmes marchent sur des côtés séparés de la rue, observant la bienséance. C'est probablement exagéré, un embellissement hagiographique par ses disciples. Mais il y a peut-être un fond de vérité. Confucius croit que le pouvoir de l'exemple moral est plus fort que la coercition. Si les dirigeants sont vertueux, le peuple les imite naturellement. Si le prince se conduit correctement, ses sujets le suivront. Il dit « Gouverner par la vertu, c'est comme l'étoile polaire. Elle reste en place pendant que toutes les autres étoiles tournent autour d'elle. »
Mais son succès même devient un problème. L'État voisin de Qi s'inquiète. Un Lu moralement fortifié pourrait devenir un rival dangereux. Les conseillers de Qi élaborent un plan. Ils envoient au duc de Lu un cadeau somptueux, 80 belles danseuses et 120 chevaux splendides. C'est une tentation irrésistible. Le duc de Lu, comme tant de dirigeants, préfère finalement le divertissement à la vertu. Il passe ses jours à regarder les danseuses, néglige ses devoirs rituels, ignore les conseils de Confucius. Confucius est confronté à un dilemme. Rester signifierait compromettre ses principes, cautionner un gouvernement qui s'éloigne de la vertu. Partir signifierait abandonner la seule chance qu'il aura peut-être jamais de mettre ses idées en pratique. Il attend, espère que le duc reviendra à la raison. Mais les semaines passent, le duc ne change pas. Finalement, lors d'une cérémonie importante, le duc omet d'effectuer les sacrifices appropriés et de distribuer la viande rituelle aux ministres. C'est l'insulte finale, la preuve que le duc ne respecte plus même les formes les plus basiques du rituel. Confucius démissionne. Il a 56 ans. Il a enfin obtenu le pouvoir qu'il cherchait toute sa vie, et maintenant, il le rejette volontairement. Ses disciples sont choqués, consternés. Certains le supplient de rester, mais il est inflexible. Un homme de principe ne peut servir un prince sans principe. Mieux vaut errer dans l'exil que de se compromettre. Et c'est ainsi que commence la grande période de wandering de Confucius. Il va passer les 14 prochaines années de sa vie à voyager d'État en État, accompagné d'un groupe de disciples fidèles, cherchant un prince qui acceptera ses conseils. C'est une quête désespérée, noble et pathétique à la fois. Un vieil homme idéaliste refusant d'accepter que le monde ne veut pas de sa sagesse. Ils voyagent à pied, parfois en char, sur les routes poussiéreuses qui relient les États. Ils franchissent des rivières sur des bacs de fortune. Ils demandent l'hospitalité dans les villages. Parfois, ils sont accueillis chaleureusement, parfois avec suspicion. Un groupe d'hommes lettrés errants, mené par un vieil homme obsédé par des rituels anciens, c'est une vision inhabituelle. À chaque cour royale, Confucius demande une audience. Il explique sa vision d'un gouvernement vertueux. Il cite les exemples des anciens rois sages. Il parle de l'harmonie, du rituel, de la bienveillance. Certains princes l'écoutent poliment. D'autres sont intéressés. Un ou deux semblent sur le point de lui offrir une position. Mais toujours, au dernier moment, quelque chose se brise. Un conseiller jaloux le calomnie. Une crise militaire demande des solutions plus brutales que sa philosophie pacifiste. Le prince décide finalement qu'il est trop idéaliste, trop attaché aux anciens modes pour naviguer dans le monde ruthless de la politique contemporaine. Le voyage n'est pas seulement frustrant, il est dangereux. À plusieurs reprises, Confucius et ses disciples frôlent la catastrophe. Dans l'état de Song, ils s'exercent au rituel sous un grand arbre. Un officier hostile, Huan Tui, veut tuer Confucius par jalousie. Il fait abattre l'arbre pendant qu'ils sont dessous. Ils échappent de justesse à la mort. Confucius, avec son calme caractéristique, dit simplement « Le ciel m'a donné la vertu. Que peut me faire Huan Tui ?» Dans l'état de Chen, ils sont pris dans une guerre entre deux royaumes rivaux. Les routes sont bloquées, les provisions s'épuisent. Pendant 7 jours, ils n'ont rien à manger. Les disciples tombent malades, trop faibles pour se lever. Certains commencent à douter. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi personne ne reconnaît la sagesse du maître? Le disciple Zilu, toujours le plus franc, demande presque avec amertume « Le Junzi, l'homme supérieur, connaît-il aussi la détresse ?» Confucius répond « Le Junzi reste ferme dans la détresse. L'homme petit,
quand il est en détresse, perd tout contrôle. Il refuse de se plaindre, refuse de maudire le ciel, refuse même d'admettre que sa quête est vaine. Il continue à enseigner, à discuter, à jouer de la musique. Un jour, assis au milieu de nulle part, affamé et épuisé, il prend sa cithare et chante. Un paysan qui passe l'entend et s'émerveille. Qui est cet homme étrange qui fait de la musique au bord de la famine? Dans l'état de Kwang, les habitants le confondent avec un bandit qui leur avait fait du mal auparavant et qui lui ressemblait. Ils encerclent le groupe, les retiennent prisonniers pendant 5 jours. Les disciples sont terrifiés, certains qu'ils vont mourir. Confucius reste calme. Il parle de sa mission divine, de l'importance de préserver la culture. Finalement, la méprise est clarifiée et ils sont libérés. Ces épreuves renforcent le lien entre le maître et ses disciples. Ils ne sont plus simplement des étudiants, mais une communauté unie par l'adversité. Ils partagent tout, la faim, le danger, les déceptions, les rares moments de joie. Autour du feu le soir, ils discutent de philosophie, récitent des poèmes, se souviennent des temps meilleurs. Confucius les encourage, les console, mais aussi les défie constamment à approfondir leur compréhension. Chaque disciple a sa personnalité distincte. Yan Hui, le préféré de Confucius, est pauvre mais d'une vertu extraordinaire. Il vit dans une ruelle misérable, mange d'une écuelle de riz, boit d'une gourde d'eau, mais reste joyeux. Confucius dit « Admirable Yan Hui, une écuelle de riz, une gourde d'eau, vivre dans une ruelle sordide. D'autres ne supporteraient pas une telle détresse, mais Hui ne perd jamais sa joie. Admirable Yan Hui. » Mais Yan Hui mourra jeune, à 32 ans, brisant le cœur du maître. Zilou est courageux, direct, parfois impulsif. C'est un ancien guerrier, un homme d'action qui a du mal avec les subtilités philosophiques. Il protège physiquement le maître dans les situations dangereuses. Mais il meurt aussi jeune, tué dans une révolte politique. Quand Confucius apprend sa mort, il pleure et dit « Le ciel me détruit, le ciel me détruit ». Zigong est riche, éloquent, diplomate. Il deviendra un conseiller influent et utilisera sa fortune pour honorer son maître. Zhengzi est sérieux, scrupuleux, obsédé par la piété filiale. Zixia est brillant mais arrogant. Ranqiu est compétent mais manque de courage moral. Confucius adapte son enseignement à chacun. Il ne dit jamais exactement la même chose à 2 disciples différents, même s'ils posent la même question. Parce que chacun a des faiblesses différentes, des forces différentes, des besoins différents. Quand Zilou demande s'il devrait mettre immédiatement en pratique ce qu'il apprend, Confucius dit « Tu as un père et un frère aînés. Comment peux-tu agir immédiatement ?» Mais quand Ranqiu pose la même question, il répond « Oui, mets-le immédiatement en pratique. » Un autre disciple, étonné par la contradiction, demande pourquoi. Confucius explique « Ranqiu est timide, j'ai voulu l'encourager. Zilou a trop de courage, j'ai voulu le retenir. » C'est une pédagogie sophistiquée, psychologiquement aiguë. Confucius ne transmet pas simplement du savoir, il forme des caractères. Il observe attentivement chaque étudiant, identifie ses faiblesses morales et lui prescrit le remède approprié. C'est presque une thérapie philosophique. Les années passent. Confucius vieillit. Ses cheveux blanchissent, son dos se courbe. Mais sa détermination ne faiblit pas. Il continue à chercher, à espérer, à enseigner. À 50 ans, il disait connaître le mandat du ciel. À 60, ses oreilles étaient accordées. Il comprenait immédiatement le sens profond de ce qu'il entendait. Maintenant, à 68 ans, il attend toujours que le monde l'écoute. Mais l'appel ne vient jamais vraiment. Oh, il y a bien quelques offres.
Le duc Ling de Wei semble intéressé à un moment, mais ensuite lui demande des conseils sur la stratégie militaire. Confucius répond froidement « J'ai étudié les questions de rituels et de vases sacrificiels. Je n'ai jamais étudié les questions militaires. » Il quitte Wei le lendemain. Un seigneur de guerre, le duc de Shi, veut l'embaucher. Mais quand Confucius visite sa région, il voit un gouvernement oppressif, un peuple malheureux, il refuse poliment. Un autre chef l'invite, mais c'est un rebelle qui a usurpé le pouvoir. Confucius est tenté, enfin, une chance d'appliquer ses idées, mais finalement refuse. Servir un usurpateur violerait les principes mêmes qu'il enseigne. Ses disciples sont soulagés. Ils craignaient qu'il ne compromette tout par désespoir. C'est peut-être le plus admirable chez Confucius, son refus de compromettre ses principes, même face à l'échec complet de sa mission. Il aurait pu accepter n'importe quelle position, conseiller n'importe quel prince, aussi tyrannique soit-il. Il aurait pu adapter son enseignement pour le rendre plus acceptable aux puissants. Il aurait pu devenir un apologiste du pouvoir, justifiant la réelle politique par des citations sélectives des classiques. Mais il ne le fait pas. Il préfère errer, pauvre et ignorer, plutôt que de trahir ce en quoi il croit. Finalement, à 69 ans, il retourne à Lü. Ce n'est pas vraiment un choix. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Aucun prince ne veut de lui. Ses disciples vieillissent aussi, se fatiguent du voyage constant. Il est temps de rentrer à la maison. Lü ne l'accueille pas en triomphe. Il n'y a pas de parade, pas de cérémonie officielle. Il rentre discrètement, un vieil homme qui a échoué dans son ambition de réformer le monde. Mais il ne se considère pas comme un échec. Il a encore un travail vital à accomplir, préserver les textes anciens pour les générations futures. Car Confucius se voit comme un transmetteur, pas un créateur. Il dit « Je transmets, je ne crée pas. J'ai foi dans les anciens et je les aime. » Il croit que les rois sages du passé ont trouvé la voie parfaite, l'harmonie idéale entre le ciel, la terre et l'humanité. Son rôle n'est pas d'inventer de nouvelles idées, mais de sauver les anciennes de l'oubli. Il se consacre donc à l'édition et la compilation des textes classiques. Il rassemble les chants du livre des Odes, en sélectionne 300 parmi des milliers, ceux qui expriment le mieux les émotions humaines authentiques et les principes moraux. Il édite le livre des documents, une collection de discours et de décrets des anciens rois. Il écrit des commentaires sur le livre des mutations, ce mystérieux manuel de divination qui décrit les transformations constantes de l'univers. Il compile les annales des printemps et automnes, une chronique sèche des événements dans l'état de Lü, mais écrite avec une précision morale si subtile que chaque mot est chargé de jugement éthique. Ce travail éditorial va s'avérer plus influent que tout ce qu'il aurait pu accomplir comme ministre. En fixant le canon des classiques chinois, en décidant quels textes méritent d'être préservés et étudiés, Confucius façonne la culture intellectuelle chinoise pour les millénaires à venir. Chaque lettré chinois étudiera ces textes. Chaque examen civil se basera sur eux. Chaque débat philosophique y fera référence. Sans le travail éditorial de Confucius, la plupart de ces textes auraient probablement été perdus dans le chaos des guerres qui vont bientôt ravager la Chine. Il continue aussi à enseigner. Maintenant que son nom s'est répandu, de nouveaux disciples viennent à lui. Certains voyagent des mois pour étudier avec le légendaire maître Kong. Sa maison devient une école informelle. Les discussions se poursuivent tard dans la nuit. Les questions fusent. Confucius répond, explique, raconte des anecdotes, cite des poèmes. Tout est mémorisé par ses disciples, qui n'ont pas de livres mais des mémoires prodigieuses. Mais les coups du destin s'abattent sur lui. Son fils Kong Li meurt
encore jeune. Confucius pleure, mais avec retenue. Un père ne devrait pas survivre à son fils, mais tel est le destin. Puis Yan Hui, son disciple préféré, celui qu'il considérait comme son héritier spirituel, meurt à 32 ans. Cette fois, Confucius se laisse aller au chagrin. Il pleure sans mesure, crie que le ciel l'abandonne. Ses disciples sont choqués de voir leur maître toujours si contrôlé perdre ainsi sa composure. Mais même un sage peut être brisé par la perte d'un fils spirituel. Zilou meurt ensuite, tué dans une rébellion où il a défendu son prince jusqu'au bout. Quand Confucius apprend qu'il a été haché en morceaux et transformé en saumure, une insulte suprême, il refuse de manger de la viande salée pour le reste de sa vie. Les piliers de sa vie s'effondrent un par un. Il vieillit rapidement. À 70 ans, il dit pouvoir suivre les désirs de son cœur sans transgresser les règles. Il a atteint l'harmonie parfaite entre désir et vertu. Il n'a plus besoin de lutter contre lui-même. Ce qu'il veut faire et ce qu'il devrait faire ne font plus qu'un. C'est le sommet du développement moral, mais il est aussi profondément mélancolique. Un jour, il se promène près de sa porte et marmonne « Comment la montagne s'effondre, comment la poutre se brise, comment le sage se fane ». Ses disciples le trouvent, et il leur dit qu'il a rêvé qu'on lui faisait des offrandes funéraires entre deux piliers, comme le veut la coutume de sa région ancestrale. C'est un présage de mort. Il retourne à l'intérieur, se couche et ne se relève plus. Il meurt 7 jours plus tard. Nous sommes en 479 avant notre ère. Il a 73 ans. Il meurt entouré de ses disciples restants dans sa maison modeste de Lu. Ses dernières paroles ne sont pas enregistrées, ou peut-être perdues. On imagine qu'il a parlé de l'importance de préserver les rituels, de cultiver la vertu, de servir le peuple. Ou peut-être a-t-il simplement fermé les yeux en silence, fatigué de lutter contre un monde qui ne l'écoutait pas. Ses disciples le pleurent pendant 3 ans, comme on pleure un père. Certains construisent des cabanes près de sa tombe et y restent encore 3 années supplémentaires. Zigong, le disciple riche et fidèle, reste 6 ans entiers, vivant dans une hutte à côté du tumulus. Ils ne peuvent imaginer un monde sans leur maître, sans sa voix calme, leur expliquant comment vivre correctement. Après sa mort, ils rassemblent tout ce qu'ils se souviennent de ses paroles. Chaque dicton, chaque anecdote, chaque jugement. Ils comparent leurs notes, débattent de ce qu'il a vraiment dit. Lentement, laborieusement, ils compilent ce qui deviendra les entretiens de Confucius, le Lunyu. Ce n'est pas un livre systématique. C'est une collection de fragments, d'échanges brefs, de remarques contextuelles. Mais à travers ces fragments, un portrait cohérent émerge. Un homme obsédé par la vertu, attaché aux rituels anciens, convaincu que l'humanité peut être perfectionnée par l'éducation et l'exemple moral. Pendant les décennies qui suivent sa mort, ses idées restent marginales. La Chine s'enfonce dans la période des royaumes combattants, une ère de violence encore plus brutale que celle qu'a connue Confucius. Les philosophes réalistes, les stratèges militaires, les légistes qui prônent la loi stricte et la punition sévère ont l'oreille des princes. Qui a le temps pour le rituel et la bienveillance quand des armées de dizaines de milliers de soldats s'affrontent dans des batailles sanglantes? Les disciples de Confucius se dispersent. Ils établissent leurs propres écoles, interprètent différemment les enseignements du maître. Certains, comme Mencius, développent l'aspect humaniste et insistent sur la bonté innée de la nature humaine. D'autres, comme Xunzi, argumentent que la nature humaine est fondamentalement mauvaise et doit être rigoureusement contrôlée par les rituels et l'éducation. Le confucianisme n'est pas monolithique.
C'est une tradition vivante, débattue, évolutive. Puis vient la dynastie Qin. Le premier empereur, Qin Shi Huang, unifie la Chine par la force brute en 221 avant notre ère. C'est un triomphe du légisme, la philosophie opposée au confucianisme. Le légisme ne croit ni au rituel ni à la vertu. Il croit à la loi stricte, à la punition sévère, au contrôle total. L'empereur construit la Grande Muraille en utilisant des centaines de milliers de travailleurs forcés. Il standardise l'écriture, la monnaie, les poids et mesures. Il crée un empire centralisé d'une efficacité redoutable. Et il hait les Confucéens, ces lettrés qui citent constamment les anciens rois, qui critiquent les innovations, qui parlent de vertu plutôt que de pouvoir. En 213 avant notre ère, il ordonne la destruction de tous les textes confucéens. Les livres sont brûlés par milliers. Les lettrés qui protestent sont enterrés vivants. Plus de 460 érudits meurent ainsi. C'est une tentative d'effacer complètement l'héritage de Confucius. Mais les idées ne meurent pas aussi facilement que les hommes. Des lettrés cachent des copies des classiques. Ils les mémorisent, transmettent le savoir oralement. Quand la dynastie Qin s'effondre après seulement 15 ans, prouvant peut-être que la force seule ne suffit pas à maintenir l'ordre, les textes confucéens réémergent. La dynastie Han, qui succède au Qin en 206 avant notre ère et régnera pendant 4 siècles, adopte le confucianisme comme idéologie d'État. C'est le tournant décisif. L'empereur Wu, au IIe siècle avant notre ère, établit une université impériale où les classiques confucéens sont enseignés. Il institue des examens basés sur ces textes pour recruter les fonctionnaires. Du jour au lendemain, Confucius devient essentiel. Quiconque veut réussir dans la bureaucratie impériale doit maîtriser ses enseignements. Pourquoi les Han choisissent-ils le confucianisme? Plusieurs raisons. Premièrement, il offre une idéologie de légitimité. Les empereurs peuvent se présenter comme des gouvernants vertueux, suivant les modèles anciens, pas comme des tyrans. Deuxièmement, il crée une classe de fonctionnaires lettrés loyaux, liés à l'empereur par la culture commune plutôt que par les liens familiaux régionaux qui avaient fragmenté la Chine auparavant. Troisièmement, il stabilise la société en renforçant les hiérarchies familiales et sociales. Chacun connaît sa place, respecte ses supérieurs, remplit ses devoirs. Mais cette adoption officielle transforme aussi le confucianisme. Il devient plus rigide, plus dogmatique. Les lettrés se disputent sur l'interprétation correcte de tel ou tel passage obscur des classiques. Le rituel devient encore plus complexe, plus codifié. La piété filiale, déjà importante chez Confucius, devient presque une obsession. Des histoires exemplaires circulent. Un fils qui goûte les excréments de son père malade pour diagnostiquer la maladie. Une belle-fille qui se coupe un morceau de chair pour nourrir sa belle-mère affamée. C'est une interprétation extrême que Confucius lui-même n'aurait probablement pas approuvée. Les siècles passent. Des dynasties s'élèvent et chutent, mais le confucianisme persiste. Les Tang, les Song, les Yuan, les Ming, les Qing, chacune adopte le confucianisme à sa manière. Sous les Song, aux XIe et XIIe siècles, les néo-confucéens comme Zhu Xi reformulent la philosophie en intégrant des éléments bouddhistes et taoïstes. Ils développent une métaphysique complexe que Confucius aurait trouvée étrangère. Ils parlent du Li, le principe organisateur de l'univers, du Qi, l'énergie vitale. Ils créent un système philosophique complet, rival du bouddhisme en sophistication. Le confucianisme s'exporte aussi. Il pénètre en Corée, où il devient encore plus orthodoxe et strict qu'en Chine. Il atteint le Japon,
où il est adapté à la culture des samouraïs. Il influence le Vietnam. Toute l'Asie de l'Est est marquée par l'empreinte confucéenne, le respect des aînés, l'importance de l'éducation, la valorisation de l'harmonie sociale sur l'individualisme, le sens du devoir familial. Puis arrivent les Européens. Au XVIe siècle, les missionnaires jésuites atteignent la Chine. Ils sont fascinés par Confucius. Matteo Ricci, le plus célèbre d'entre eux, voit dans le confucianisme une philosophie rationnelle, presque compatible avec le christianisme. Il traduit les classiques confucéens en latin. Pour la première fois, l'Europe découvre Confucius. Les philosophes des Lumières sont intrigués. Voltaire admire ce qui lui semble être un système éthique basé sur la raison plutôt que sur la révélation divine. Leibniz voit des parallèles avec sa propre philosophie. Le confucianisme devient une mode intellectuelle en Europe. Mais au XIXe siècle, quand la Chine s'affaiblit face à l'impérialisme occidental, le confucianisme est blâmé. Les réformateurs chinois l'accusent d'avoir rendu la Chine conservatrice, arriérée, incapable de modernisation. Le respect excessif pour le passé a empêché l'innovation. La piété filiale a créé un népotisme généralisé. Le ritualisme a étouffé la pensée libre. La Chine doit se débarrasser de Confucius pour survivre. Au XXe siècle, les attaques s'intensifient. Le mouvement du 4 mai en 1919 rejette violemment la tradition confucéenne. Les intellectuels crient « à bas la boutique de Confucius ». Ils veulent science et démocratie, pas rituel et hiérarchie. Puis vient le communisme. Mao Zedong voit dans le confucianisme l'idéologie de la classe féodale exploitante. Pendant la révolution culturelle, dans les années 60, les gardes rouges vandalisent la tombe de Confucius, détruisent les temples, brûlent à nouveau les livres. C'est un écho sinistre de la destruction sous Qin Shi Huang 2000 ans plus tôt. On pourrait penser que c'en était fini du confucianisme, mais non. Après la mort de Mao, quand la Chine s'ouvre et se modernise, le confucianisme réapparaît. Pas dans sa forme traditionnelle rigide, mais adaptée. Le gouvernement chinois, ironiquement communiste, commence à promouvoir les valeurs confucéennes, l'harmonie sociale, le respect de l'autorité, la priorité de la communauté sur l'individu. C'est utile pour justifier le système politique autoritaire tout en se distanciant du marxisme occidental. À l'étranger, les communautés asiatiques de la diaspora maintiennent des pratiques confucéennes. Le respect des parents, l'investissement massif dans l'éducation des enfants, le sens de la responsabilité familiale. Ces valeurs façonnent encore les familles sino-américaines, coréo-américaines, vietnamo-américaines. On débat de savoir si ces valeurs sont vraiment confucéennes ou simplement asiatiques, mais l'influence est indéniable. Et puis il y a les valeurs asiatiques, débattues dans les années 90. Certains dirigeants, comme Lee Kuan Yew de Singapour, argumentent que le confucianisme explique le succès économique de l'Asie de l'Est. La discipline, l'épargne, l'éducation, le travail d'équipe, tout cela viendrait de Confucius. Les critiques répondent que c'est une simplification, que le capitalisme autoritaire n'a rien à voir avec la philosophie humaniste de Confucius. Le débat continue. Aujourd'hui, plus de 2 millénaires après sa mort, Confucius reste une figure contestée. En Chine, il est à la fois vénéré comme symbole de la culture chinoise et critiqué comme vestige du passé oppressif. Le gouvernement ouvre des instituts Confucius dans le monde entier pour promouvoir la langue et la culture chinoise, mais des critiques y voient de la propagande douce.
les philosophes débattent de la pertinence de l'éthique confucéenne dans un monde moderne, globalisé, démocratique. Certains argumentent que le confucianisme est incompatible avec les droits de l'homme et la démocratie. Comment concilier la piété filiale avec l'autonomie individuelle? Comment justifier les hiérarchies strictes dans une société égalitaire? Le confucianisme ne renforce-t-il pas le patriarcat, l'autoritarisme, la conformité? D'autres répondent que le confucianisme est mal compris. Confucius ne prônait pas l'obéissance aveugle, mais le respect mutuel. Il insistait sur la responsabilité des supérieurs envers les inférieurs, autant que l'inverse. Un père doit être aimant pour mériter la piété filiale. Un dirigeant doit être vertueux pour mériter la loyauté. Si un supérieur abuse de son pouvoir, le confucianisme authentique justifie la résistance. Mencius disait qu'un tyran perd le mandat céleste et peut être renversé. Les féministes s'attaquent au confucianisme pour avoir enfermé les femmes dans des rôles subordonnés. Les préceptes confucéens traditionnels prescrivait l'obéissance. Une fille obéit à son père, une épouse à son mari, une veuve à son fils. Les femmes n'étaient pas censées recevoir la même éducation que les hommes, mais des réformateurs notent que Confucius lui-même n'a jamais dit que les femmes étaient intellectuellement inférieures. C'est l'interprétation patriarcale ultérieure qui a perverti son enseignement. Des environnementalistes cherchent des ressources dans le confucianisme pour une éthique écologique. L'insistance confucéenne sur l'harmonie entre l'homme et la nature, le respect pour tous les êtres vivants, la modération dans la consommation, tout cela pourrait informer une approche durable. Bien sûr, le confucianisme historique ne parlait pas de changement climatique ou de pollution, mais ces principes pourraient être appliqués. Des éthiciens médicaux explorent l'application des valeurs confucéennes à la bioéthique moderne. Comment un confucéen aborderait-il l'euthanasie, l'avortement, la modification génétique? La piété filiale impliquerait-elle de prolonger la vie des parents à tout prix ou de respecter leur dignité en fin de vie? Le confucianisme offre-t-il des perspectives uniques sur le consentement, l'autonomie, la famille dans les décisions médicales? Des éducateurs réexaminent la pédagogie confucéenne, l'apprentissage par l'imitation des modèles, l'importance de la relation maître-élève, l'intégration de l'éducation morale et intellectuelle. Ces idées résonnent avec certaines critiques contemporaines de l'éducation purement technique. Mais comment adapter une pédagogie basée sur la mémorisation et la déférence dans un contexte qui valorise la créativité et la pensée critique? Des économistes s'interrogent sur le capitalisme confucéen. Les entreprises familiales asiatiques, avec leur horizon de long terme et leur réseau de confiance, représente-t-elle un modèle alternatif au capitalisme occidental? Ou le confucianisme mène-t-il au népotisme et au manque de transparence? Les deux, probablement. Comme toute tradition complexe, le confucianisme peut justifier des pratiques diverses. Mais au-delà de ces débats académiques et politiques, qu'est-ce qui explique la persistance de Confucius? Pourquoi, après tant de siècles, tant de transformations sociales, tant de tentatives de l'enterrer, revient-il toujours? Peut-être parce qu'il aborde des questions éternelles. Comment devrais-je vivre? Quelles sont mes obligations envers ma famille, ma communauté? Comment puis-je devenir une meilleure personne? Quel est le rôle de l'éducation? Comment créer une société juste? Ce sont des questions que chaque génération doit affronter. Les réponses de Confucius ne sont peut-être pas toujours applicables directement, mais elles offrent au moins un point de départ pour la réflexion.
peut-être aussi parce que son humanisme résonne. Confucius ne parle pas de Dieu distant ou de paradis céleste. Il parle de relations humaines concrètes, parents et enfants, dirigeants et sujets, amis et amis. Il dit que le sens de la vie se trouve dans ces relations, dans la façon dont nous traitons les autres, dans la cultivation constante de notre propre caractère. C'est une philosophie accessible, pratique, ancrée dans l'expérience quotidienne, et peut-être parce qu'il représente quelque chose que notre époque a perdu, le sens du rituel, de la communauté, de la continuité avec le passé. Dans un monde où tout change constamment, où les traditions se dissolvent, où l'individualisme extrême laisse les gens isolés, le confucianisme offre l'image d'une société où chacun connaît sa place, où les relations sont stables, où le passé guide le présent. C'est peut-être une nostalgie, peut-être une illusion, mais c'est une illusion réconfortante. Bien sûr, il faut se méfier de l'idéalisation. Confucius n'était pas un saint parfait. Il avait ses propres préjugés, ses limitations. Il n'a jamais remis en question l'esclavage de son époque. Son enseignement était réservé aux hommes de classe supérieure, même s'il l'ouvrait plus largement que ses prédécesseurs. Il était obsédé par les rituels à un point qui peut sembler compulsif. Il idéalisait un passé qui n'avait probablement jamais existé sous la forme qu'il imaginait. Et le confucianisme institutionnel a causé de réels dommages. Il a justifié des hiérarchies oppressives. Il a maintenu les femmes dans la subordination. Il a étouffé l'innovation. Il a créé une société rigide où la créativité était suspecte, où le non-conformisme était dangereux. Les examens impériaux confucéens, censés promouvoir le mérite, sont devenus un carcan intellectuel. Des générations d'hommes brillants passaient leur vie à mémoriser des commentaires obscurs sur des textes anciens au lieu de développer de nouvelles idées. Donc, quand on parle de Confucius aujourd'hui, il faut distinguer, parle-t-on de l'homme historique, du sage qui a vécu au VIe siècle avant notre ère? Parle-t-on de ses enseignements tels que préservés dans les entretiens? Parle-t-on du confucianisme impérial, cette idéologie d'État qui a dominé la Chine pendant 2000 ans? Parle-t-on du néo-confucianisme métaphysique? Parle-t-on du confucianisme populaire, avec ses temples et ses rituels? Ou parle-t-on de l'idée contemporaine de valeurs confucéennes? Ce ne sont pas la même chose. L'homme historique reste insaisissable. Nous n'avons aucun écrit de sa main. Tout ce que nous savons vient des souvenirs de ses disciples, rédigés après sa mort, probablement embellis, certainement sélectifs. Les entretiens eux-mêmes ont été compilés sur plusieurs générations. Certains passages sont probablement authentiques, d'autres sont probablement des additions ultérieures. Les érudits débattent de chaque ligne. Nous ne saurons jamais avec certitude ce que Confucius a vraiment dit. Mais d'une certaine manière, cela n'a pas d'importance, parce que l'influence de Confucius ne vient pas de ce qu'il a effectivement dit, mais de ce que les gens ont cru qu'il avait dit. C'est l'image de Confucius, le mythe de Confucius, qui a façonné l'histoire. Et cette image est puissante, un sage désintéressé, cherchant la vérité plutôt que le pouvoir, restant fidèle à ses principes face à l'échec, enseignant que la vertu personnelle est plus importante que le statut social, que l'étude et l'effort peuvent transformer n'importe qui en homme supérieur. C'est une histoire qui inspire encore. Dans toute l'Asie, les étudiants visitent les temples de Confucius avant les examens, priant pour la sagesse et le succès. Les familles accrochent des portraits de Confucius dans leur maison. Les gouvernements invoquent son nom. Les philosophes débattent de ses idées. 2500 ans après sa mort, il est plus présent que jamais dans le discours public. Et peut-être que c'est là
la véritable sagesse de Confucius, comprendre que la transformation sociale ne vient pas des décrets politiques ou de la force militaire, mais de la transformation patiente des individus. Changer le monde en changeant les cœurs et les esprits. C'est une approche lente, souvent frustrante. Confucius lui-même n'a jamais vu le triomphe de ses idées. Il est mort en échec apparent. Mais il a planté des graines qui ont germé après sa mort, qui continuent à porter des fruits aujourd'hui. Il enseignait qu'un sage doit cultiver la vertu pour elle-même, sans attendre de récompense extérieure. Faire ce qui est juste parce que c'est juste, pas pour la gloire ou la reconnaissance, c'est difficile. Nous voulons tous voir les résultats de nos efforts. Nous voulons être appréciés, respectés, récompensés. Mais Confucius suggère une voie différente. Trouver la satisfaction dans le processus même de cultivation de soi, dans l'accomplissement de ses devoirs, dans les relations authentiques avec les autres. Quand Yan Hui, son disciple préféré, lui demande quelle était la vertu suprême, Confucius répond « Ne pas imposer aux autres ce que tu ne voudrais pas pour toi-même. » C'est simple, presque banal. Mais si chacun vivait vraiment selon ce principe, combien de souffrances seraient évitées? Combien de conflits ne se produiraient jamais? C'est une règle qui fonctionne à tous les niveaux, personnel, familial, social, international. Un autre disciple demande « Y a-t-il un seul mot qui pourrait guider toute une vie ?» Confucius répond « Ne serait-ce pas Shu, la réciprocité ?» Encore une fois, c'est la même idée, se mettre à la place d'autrui, considérer l'impact de ses actions sur les autres, tempérer ses propres désirs par la considération des besoins d'autrui. Ce n'est pas une morale héroïque. Confucius ne parle pas de sacrifice ultime, de martyrdom glorieux. Il parle d'une vertu quotidienne, modeste, constante. Être respectueux envers les parents, être loyal envers les amis, être honnête dans les affaires, être diligent dans son travail, être humble face à ce qu'on ne sait pas. Ce sont des vertus accessibles à tous. Il dit aussi « Quand tu vois un homme de valeur, pense à l'égaler. Quand tu vois un homme sans valeur, examine-toi intérieurement. » C'est une psychologie profonde. Ne pas envier ou jalouser les autres, mais les utiliser comme miroir pour sa propre cultivation. Les gens vertueux nous inspirent à nous améliorer. Les gens vicieux nous rappellent de vérifier nos propres défauts. Chaque rencontre devient une opportunité d'apprentissage. Il insiste aussi sur l'honnêteté intellectuelle. Quand Zilu lui demande s'il faut toujours agir sur ce qu'on apprend, Confucius dit « Comment le pourrais-tu si tu as un père et un frère aînés vivants ?» Autrement dit, consulte ceux qui sont plus sages et expérimentés que toi. Ne présume pas que tu sais déjà tout. Mais il dit aussi, savoir que tu sais quand tu sais et savoir que tu ne sais pas quand tu ne sais pas, voilà le vrai savoir. Pas de fausse modestie, pas d'arrogance non plus. Une évaluation honnête de ses propres capacités et limitations. Cette attitude se reflète dans son propre comportement. Quand il visite un temple ancestral, il pose des questions sur chaque étape du rituel, même s'il est censé être un expert en rituel. Quelqu'un se moque, qui dit que le fils de l'homme de Zhou connaît les rituels. Il entre dans le temple ancestral et pose des questions sur tout. Confucius entend la critique et répond calmement « C'est précisément cela, le rituel. » Poser des questions, vérifier, ne rien tenir pour acquis, voilà la vraie expertise. Il valorise aussi la modération. Le Junzi, l'homme supérieur, évite les extrêmes. Il n'est ni trop rigide, ni trop laxiste, ni trop audacieux, ni trop timide. Il trouve le juste milieu, la voie moyenne. Cette idée de modération imprègne tout le confucianisme. Pas d'ascétisme extrême comme certains bouddhistes,
pas d'hédonisme débridé non plus. Une vie équilibrée, harmonieuse, où chaque aspect reçoit son dû sans dominer les autres. Mais cette modération n'est pas tiédeur. Confucius peut être tranchant dans ses jugements moraux. Il méprise l'hypocrisie, la lâcheté déguisée en prudence, la flatterie qui se fait passer pour la politesse. Il dit « Je déteste la couleur pourpre qui usurpe la place du rouge, la couleur de la vertu. Je déteste la musique de Zheng qui corrompt la musique classique. Je déteste les langues habiles qui renversent les États et les familles. » Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas être modéré. La justice, l'intégrité, la loyauté envers ses principes, sur ces points, pas de compromis. Quand un disciple lui demande ce qu'il pense d'un homme qui est aimé de tous ses concitoyens, Confucius répond que ce n'est pas suffisant. Un meilleur critère serait que les bons l'aiment et que les mauvais le détestent. Si tout le monde vous aime, cela signifie probablement que vous ne défendez rien. Cette tension entre flexibilité et fermeté, entre modération et principe, est au cœur de l'éthique confucéenne. Ce n'est pas un système de règles rigides qu'on applique mécaniquement. C'est un ensemble de vertus qu'on cultive, de relations qu'on honore, de jugements contextuels qu'on apprend à faire correctement à travers l'étude et l'expérience. Prenons la piété filiale, Xiao. À un niveau superficiel, cela signifie obéir à ses parents. Mais Confucius va plus profond. Un jour, un disciple demande ce qu'est Xiao. Confucius répond simplement « Ne pas contrarier ses parents ». Cela semble simple. Mais à un autre disciple posant la même question, il dit « Aujourd'hui, Xiao signifie être capable de nourrir ses parents, mais même les chiens et les chevaux peuvent être nourris. Sans respect, quelle est la différence ?» Et à un troisième, il dit encore autre chose. Ce qui est difficile dans Xiao, c'est l'expression du visage. Que les jeunes prennent sur eux les tâches difficiles et que les aînés reçoivent d'abord le vin et la nourriture, peut-on vraiment considérer cela comme Xiao? En d'autres termes, la vraie piété filiale n'est pas dans les actions extérieures, mais dans l'attitude intérieure, dans l'amour authentique et le respect qui transparaissent dans chaque geste, chaque regard. Il va même plus loin. Un disciple rapporte que son père a volé un mouton et se demande s'il devrait le dénoncer aux autorités. Confucius répond que le père devrait protéger le fils et le fils protéger le père. La rectitude réside en cela. Cela choque les légistes qui croient que la loi doit être appliquée sans exception. Mais pour Confucius, la loyauté familiale a la priorité. Un système juridique qui détruit les liens familiaux détruit le fondement même de la société. Pourtant, il n'approuve pas l'obéissance aveugle. Quand on lui demande si un fils doit toujours obéir à son père, il répond « Comment peux-tu dire cela? Comment peux-tu dire cela ?» Si le père a l'intention de faire quelque chose de mal, le fils devrait l'en dissuader respectueusement. L'obéissance n'est pas servile. C'est une relation de respect mutuel où chacun a des devoirs envers l'autre. Cette idée de devoir réciproque s'applique à toutes les relations. Les 5 relations fondamentales dans le confucianisme sont dirigeant-sujet, père-fils, mari-femme, frère aîné, frère cadet, ami-ami. Dans chacune, sauf la dernière, il y a une hiérarchie. Mais la hiérarchie implique des responsabilités dans les deux sens. Le dirigeant doit être bienveillant, le sujet loyal. Le père doit être aimant, le fils filial. Le mari doit être juste, l'épouse obéissante. Le frère aîné doit être protecteur, le cadet respectueux. Si le supérieur n'accomplit pas ses devoirs, l'inférieur est libéré de son obligation. Un roi tyrannique perd le droit à la loyauté. Un père abusif ne mérite pas la piété aveugle. C'est une différence importante avec une hiérarchie purement autoritaire. Le pouvoir vient avec la responsabilité.
Mais bien sûr, dans la pratique historique, cette réciprocité était souvent ignorée. Les supérieurs invoquaient le confucianisme pour exiger l'obéissance, mais oubliaient leurs propres devoirs. Les femmes étaient opprimées au nom de la vertu confucéenne. Les critiques du gouvernement étaient réduits au silence pour défaut de loyauté. C'est la perversion de tout enseignement moral. Il est utilisé pour justifier exactement ce qu'il était censé prévenir. Confucius lui-même aurait été horrifié. Son insistance constante était sur la vertu authentique, pas sur la conformité hypocrite. Il méprisait ceux qui observaient les formes extérieures des rituels sans l'esprit intérieur. Il dit « Si un homme n'a pas reine, à quoi sert le rituel? Si un homme n'a pas reine, à quoi sert la musique? » Les cérémonies sans sincérité sont vides. C'est le cœur qui compte. Mais alors pourquoi insister autant sur les rituels? Pourquoi ne pas simplement dire « Soyez bons et sincères » ? Parce que Confucius croit que la forme et le contenu se renforcent mutuellement. Les rituels nous enseignent la discipline, la considération pour les autres, la place de chacun dans l'ordre social. En accomplissant correctement les gestes d'un rituel, nous internalisons les valeurs qu'il représente. La répétition crée l'habitude. L'habitude forme le caractère. C'est comme apprendre un instrument. Au début, on suit mécaniquement les règles, les doigts sur les bonnes cordes, le rythme compté laborieusement. Cela semble artificiel, contraint. Mais avec la pratique, la technique devient naturelle. On ne pense plus aux doigts, on sent la musique. Les règles disparaissent dans la spontanéité maîtrisée. C'est ce que Confucius vise avec les rituels, qu'ils deviennent une seconde nature, que la vertu coule naturellement de nous, sans effort conscient. C'est pourquoi il dit qu'à 70 ans, il pouvait suivre les désirs de son cœur sans transgresser les règles. Après une vie de cultivation, désir et devoir ne font plus qu'un. Ce qu'on veut faire est précisément ce qu'on devrait faire. C'est la liberté véritable, non pas l'absence de contraintes, mais l'harmonie parfaite entre soi-même et l'ordre moral. Cette vision contraste fortement avec certaines conceptions modernes de la liberté comme simple absence d'interférence, comme capacité de faire ce qu'on veut. Pour Confucius, une telle liberté est en réalité l'esclavage de nos impulsions irréfléchies. La vraie liberté vient de la maîtrise de soi, de l'alignement de nos désirs avec notre nature la meilleure. C'est aussi pourquoi l'éducation est si centrale. L'éducation ne transmet pas simplement des informations, elle transforme la personne, raffine les désirs, élève les aspirations. Un homme éduqué veut des choses différentes d'un homme non éduqué. Il trouve du plaisir dans la musique classique, dans la poésie ancienne, dans la conversation philosophique. Ces plaisirs sont plus profonds, plus durables que les plaisirs sensoriels immédiats. Confucius ne méprise pas les plaisirs simples. Il aime la bonne nourriture, le vin de qualité, mais il les met à leur place. Il dit « Un repas de riz grossier, de l'eau à boire, un bras replié en guise d'oreiller, dans ces conditions aussi, on peut trouver la joie. Richesse et honneur acquis injustement sont pour moi comme des nuages flottants. » C'est une philosophie stoïque, en un sens. Apprécier les bonnes choses quand elles viennent, mais ne pas en dépendre pour le bonheur. Le contentement vient de l'intérieur, de la conscience d'avoir vécu correctement, d'avoir rempli ses devoirs, d'avoir cultivé sa vertu. Les circonstances externes changent constamment. Seul le caractère reste. Cette résilience est testée encore et encore dans la vie de Confucius. L'échec politique, la pauvreté, les dangers du voyage, la perte des êtres chers, tout cela l'assaille. Mais il maintient son équanimité, pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a une perspective plus large.
Les revers temporels ne peuvent pas ébranler quelqu'un qui est enraciné dans les valeurs éternelles. Quand il est piégé et menacé de mort dans l'état de Kuang, il reste calme. Quand il est affamé pendant des jours dans l'état de Chen, il continue à jouer de la musique. Quand le duc de Lu rejette ses conseils, il part sans amertume. Quand ses disciples meurent, il pleure mais ne désespère pas. C'est une force tranquille, née de la certitude que sa cause est juste, même si elle ne triomphe pas de son vivant. Cette attitude est profondément chinoise et en même temps universelle. L'idée que les difficultés forgent le caractère, que la souffrance a un sens si elle est endurée avec dignité, que la défaite extérieure peut coexister avec la victoire intérieure. Ces thèmes résonnent à travers les cultures et les époques. C'est pourquoi Confucius parle encore à des gens qui ne partagent pas son contexte culturel. Mais certains aspects de son enseignement restent spécifiquement chinois et difficiles à traduire. Prenons le concept de Junzi, souvent traduit par gentleman ou homme supérieur. Littéralement, cela signifie fils de seigneur, un aristocrate. Mais Confucius transforme radicalement le concept. Pour lui, Junzi n'est pas une question de naissance, mais de caractère. N'importe qui peut devenir Junzi par l'étude et la cultivation de soi. Le Junzi s'oppose au Xiaoren, l'homme petit ou homme commun. Mais encore une fois, ce n'est pas une distinction de classe sociale, c'est une distinction morale. Le Junzi pense au principe, le Xiaoren au profit. Le Junzi comprend la justice, le Xiaoren comprend l'avantage personnel. Le Junzi est large d'esprit et paisible, le Xiaoren est constamment anxieux. Le Junzi se blâme lui-même, le Xiaoren blâme les autres. Le Junzi aide les gens à accomplir ce qui est bon en eux, le Xiaoren fait le contraire. Ce ne sont pas des catégories fixes. Une personne peut être Junzi dans un contexte et Xiaoren dans un autre. C'est un idéal vers lequel tendre, pas un statut qu'on possède définitivement. Confucius lui-même, malgré toute sa sagesse, ne prétend pas être un sage parfait. Quand on le loue, il refuse. Comment oserais-je me considérer comme un sage ou un reine? Je m'efforce sans relâche et j'enseigne sans me lasser, voilà tout. Cette humilité n'est pas de la fausse modestie. C'est une conscience aiguë de l'écart entre l'idéal et la réalité, entre ce qu'on est et ce qu'on pourrait être. Le voyage vers la sagesse n'a pas de fin. On peut toujours s'améliorer, toujours apprendre. C'est pourquoi l'étude est une pratique de toute une vie, pas quelque chose qu'on termine à un certain âge. Confucius dit « À 15 ans, j'ai tourné mon cœur vers l'étude. À 30 ans, j'ai trouvé ma stabilité. À 40 ans, je n'avais plus de doute. À 50 ans, je connaissais le mandat du ciel. À 60 ans, mes oreilles étaient accordées. À 70 ans, je pouvais suivre les désirs de mon cœur sans transgresser les règles. » C'est une autobiographie spirituelle en miniature. Elle décrit un développement progressif, par étapes, sur toute une vie. Pas d'illumination soudaine, pas de conversion dramatique, mais une maturation lente et constante. Chaque décennie apporte une nouvelle compréhension, un nouveau niveau de sagesse. C'est réconfortant et décourageant à la fois. Réconfortant parce que cela signifie que le progrès est toujours possible, quel que soit l'âge. Décourageant parce que cela suggère que la sagesse complète ne vient qu'à la fin d'une longue vie, si elle vient jamais. Ce modèle de développement moral influence profondément la culture chinoise. L'âge est vénéré non pas simplement parce que les vieux sont plus proches de la mort et donc de devenir des ancêtres, mais parce qu'ils ont eu plus de temps pour cultiver la sagesse. Les jeunes doivent écouter les aînés non par pure convention,
mais parce que l'expérience enseigne des leçons que les livres ne peuvent pas transmettre. Bien sûr, cela présuppose que les aînés ont effectivement utilisé leurs années pour cultiver la sagesse, pas simplement pour accumuler des préjugés. Un vieillard vicieux ne mérite pas plus de respect qu'un jeune vertueux. Mais toute chose égale par ailleurs, l'âge est un avantage dans la quête morale. Cette vision contraste avec certaines cultures modernes qui idolâtrent la jeunesse, qui voient le vieillissement comme une pure perte, qui mettent les personnes âgées à l'écart. Dans la perspective confucéenne, chaque âge a sa valeur et sa place. Les jeunes apportent l'énergie et l'innovation, les vieux apportent la sagesse et la stabilité. Ensemble, ils forment une société équilibrée. Mais revenons à l'influence historique. Comment exactement les idées de Confucius se sont-elles propagées et transformées au fil des siècles? Nous avons évoqué l'adoption par les Han, mais l'histoire est plus complexe. Après la mort de Confucius, ses disciples se dispersent. Certains deviennent conseillers de différents princes. D'autres établissent leurs propres écoles. Le confucianisme se divise en plusieurs branches, chacune interprétant le maître différemment. Certaines branches insistent sur les rituels, d'autres sur la nature humaine, d'autres encore sur les classiques textuels. Mencius, qui vit environ un siècle après Confucius, devient le second sage le plus important de la tradition. Il développe l'idée que la nature humaine est fondamentalement bonne. Nous avons tous, dit-il, les germes des 4 vertus: compassion, honte, respect, sens du bien et du mal. C'est comme des pousses qui ne demandent qu'à grandir si on les nourrit correctement. Le mal vient de la corruption de ces tendances naturelles bonnes, pas d'une nature intrinsèquement mauvaise. Pour prouver son point, Mencius raconte l'histoire d'un enfant sur le point de tomber dans un puits. N'importe qui, voyant cela, ressent immédiatement de la larme et de la compassion. Ce n'est pas calculé, ce n'est pas pour impressionner les témoins. C'est une réaction instinctive. Cela prouve que la compassion est innée. Cette vision optimiste de la nature humaine a des implications politiques. Si les gens sont naturellement bons, le rôle du gouvernement est simplement de créer les conditions pour que cette bonté s'épanouisse. Pas besoin de lois draconiennes, de punitions sévères. Un gouvernement vertueux guidera naturellement le peuple vers la vertu. Mencius va aussi plus loin que Confucius dans la justification de la rébellion. Il dit explicitement que le peuple est le plus important, les esprits de la terre et du grain viennent ensuite, et le dirigeant vient en dernier. Si un roi devient un tyran, il perd le mandat céleste et peut être renversé. Ce n'est pas un meurtre, mais une exécution justifiée. Cette idée sera utilisée pendant des siècles pour justifier les changements de dynastie. Xunzi, qui vit un peu plus tard, prend la position opposée sur la nature humaine. Pour lui, les humains sont naturellement égoïstes, désireux, chaotiques. Sans éducation et rituels pour les discipliner, ils s'entretueraient. Le rôle de la civilisation est de redresser la nature tordue de l'humanité, comme on redresse un morceau de bois courbé. Cette vision pessimiste conduit à une plus grande insistance sur les rituels et l'éducation. Les humains doivent être rigoureusement formés, leurs instincts constamment réprimés. C'est une tâche difficile, sans fin. Relâcher la vigilance et le chaos revient. Ironiquement, 2 des étudiants de Xunzi deviendront des fondateurs du légisme, la philosophie opposée au confucianisme. Li Si et Han Feizi concluent que si la nature humaine est mauvaise, les rituels et l'éducation sont insuffisants. Il faut la loi stricte et la punition sévère. C'est cette philosophie que la dynastie Qing adoptera, avec les résultats désastreux que nous avons mentionnés. Le débat entre Mencius et Xunzi sur la nature humaine
continuera pendant des siècles. Les néo-confucéens finiront par donner raison à Mencius, mais certains éléments de Xunzi, comme l'importance des rituels, seront aussi préservés. Le confucianisme mature intègre les deux perspectives. Les humains ont un potentiel pour le bien, mais ce potentiel doit être cultivé activement. Pendant la dynastie Han, comme nous l'avons dit, le confucianisme devient orthodoxie d'État. Mais ce confucianisme d'État est très différent de l'enseignement originel de Confucius. Il incorpore des éléments de cosmologie, de yin-yang, des 5 éléments. Le lettré Dong Zhongshu élabore une théorie complexe reliant les actions humaines aux phénomènes naturels. Si l'empereur gouverne mal, le ciel envoie des avertissements sous forme d'éclipses, d'inondations, de tremblements de terre. C'est une façon de limiter le pouvoir impérial. Même l'empereur doit répondre devant le ciel. Le confucianisme Han est aussi très ritualiste. Des cérémonies élaborées régissent chaque aspect de la vie de cour. Des manuels détaillés décrivent comment effectuer les sacrifices saisonniers, comment un fils doit pleurer son père, 3 ans de deuil, en portant des vêtements de chanvre grossiers, comment disposer les objets lors d'un banquet. C'est une bureaucratisation du rituel que Confucius aurait peut-être trouvée excessive. Mais le système des examens Han a un impact profond et largement positif. Pour la première fois, des hommes de toutes origines peuvent, en théorie, accéder au pouvoir par le mérite plutôt que par la naissance. Certes, les fils de familles riches ont des avantages. Ils peuvent se permettre de passer des années à étudier sans travailler. Mais comparé aux aristocraties héréditaires d'autres civilisations, c'est déjà un progrès significatif. Le système crée aussi une classe de lettrés fonctionnaires unis par une culture commune. Qu'ils viennent du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, tous ont lu les mêmes classiques, mémorisé les mêmes poèmes, adopté les mêmes valeurs. Cela aide à unifier culturellement un empire géographiquement vaste et ethniquement divers. C'est le soft power du confucianisme. Pendant les dynasties suivantes, le confucianisme continue d'évoluer. Sous les Tang et les Song, il doit faire face aux défis du bouddhisme, qui offre quelque chose que le confucianisme traditionnel n'offrait pas, une métaphysique sophistiquée, une explication de l'univers, une promesse de salut après la mort. Le bouddhisme devient immensément populaire, attirant même l'élite lettrée. Les néo-confucéens comme Juxi répondent en développant leur propre métaphysique. Ils parlent du Li, le principe rationnel qui structure l'univers, présent dans chaque chose. Ils parlent du Kui, l'énergie matérielle qui constitue tout. Ils expliquent comment le Li et le Kui interagissent pour créer le monde phénoménal. Ils élaborent une cosmogonie, une psychologie, une théorie de la connaissance. Juxi insiste aussi sur l'investigation des choses. Pour comprendre les principes, il faut étudier attentivement les phénomènes particuliers. C'est presque une méthode scientifique, bien que jamais développée dans cette direction. L'idée est que chaque objet, chaque événement, contient et révèle les principes universels. En étudiant suffisamment de cas particuliers, on peut induire les lois générales. Cette version du confucianisme devient orthodoxe sous les dynasties Ming et Qing. Les examens impériaux se basent sur les interprétations de Juxi. Des millions de candidats passent leur vie à mémoriser ses commentaires. C'est une victoire posthume pour Juxi, mais aussi une ossification. Le confucianisme devient dogmatique, scolastique. Les lettrés se disputent sur des détails minuscules d'interprétation textuelle, perdant de vue les grandes questions morales et pratiques qui animaient Confucius. Wang Yangming, un philosophe Ming du XVIe siècle, tente une réforme.
Il argue que le li n'est pas extérieur à nous, mais dans notre propre cœur-esprit, xin. La connaissance n'est pas obtenue par l'étude livresque, mais par l'introspection et l'action éthique. Savoir et agir sont une seule chose. Connaître vraiment le bien implique automatiquement de le faire. Cette école du cœur-esprit est plus intuitive, plus dynamique que l'école de Jushi. Elle sera influente au Japon, où les samouraïs l'adopteront pour son insistance sur l'action décisive. Mais en Chine, l'orthodoxie de Jushi reste dominante jusqu'à la fin de l'Empire. Pendant tout ce temps, le confucianisme populaire se développe parallèlement au confucianisme lettré. Les gens ordinaires ne lisent pas Jushi ou Wang Yangming, mais ils intériorisent les valeurs confucéennes à travers les contes moraux, les pièces de théâtre, les proverbes. L'importance de la piété filiale est martelée dans d'innombrables histoires édifiantes. Le classique de la piété filiale devient l'un des textes les plus lus de Chine, plein d'exemples extrêmes de dévouement filial. Les temples de Confucius se multiplient. Bien que Confucius ne soit pas un dieu au sens religieux, il reçoit des offrandes rituelles. Les étudiants viennent prier avant les examens. Les fonctionnaires nouvellement nommés viennent présenter leur respect. C'est un culte séculier, si on peut dire, honorant un modèle humain plutôt qu'une divinité. Le confucianisme structure aussi la vie familiale quotidienne. Les tablettes ancestrales dans chaque foyer, les rituels d'enterrement minutieusement observés, les relations prescrites entre membres de la famille, tout cela vient du confucianisme. Les mariages sont arrangés par les familles, car le mariage est une alliance entre lignées, pas une union d'individus. Les femmes passent de l'obéissance à leur père, à l'obéissance à leur mari, puis à leur fils. C'est oppressif, certainement, mais c'est la réalité vécue pendant des siècles. Puis arrive la collision avec l'Occident. Au XIXe siècle, les puissances européennes forcent la Chine à s'ouvrir au commerce et à l'influence occidentale. Les guerres de l'opium, les traités inégaux, les rébellions internes, la Chine connaît un siècle d'humiliation et les réformateurs chinois se demandent pourquoi sommes-nous si faibles, pourquoi l'Occident est-il si fort. Certains blâment le confucianisme. Ils disent qu'il a rendu la Chine trop tournée vers le passé, trop conservatrice, trop obsédée par les rituels vides, pendant que l'Occident développait la science et la technologie. Le respect excessif pour l'autorité a étouffé la pensée critique. La valorisation de l'harmonie a empêché le conflit créatif nécessaire au progrès. La Chine doit se débarrasser de Confucius pour se moderniser. D'autres défendent le confucianisme, mais veulent le réformer. Ils distinguent entre l'essence du confucianisme, les valeurs éthiques et ses manifestations historiques particulières. On peut garder les valeurs tout en abandonnant les aspects dépassés. Kang Youwei propose même de faire du confucianisme une religion d'État organisée, avec un clergé, des dogmes, sur le modèle du christianisme. C'est une idée bizarre qui ne prend jamais vraiment. La révolution de 1911 renverse la dynastie Qing et crée une république. Le nouvel ordre doit trouver une nouvelle légitimité, non plus basée sur le mandat céleste confucéen. Sun Yat-sen, le fondateur de la République, invoque un mélange de démocratie occidentale et de valeurs chinoises traditionnelles. Mais il n'est pas clair exactement comment les réconcilier. Le mouvement du 4 mai de 1919 est plus radical. Les intellectuels chinois, frustrés par la faiblesse continue de la Chine, rejettent en bloc la tradition. À bas Confucius devient un cri de ralliement. Ils veulent la science et la démocratie qu'ils associent à l'Occident moderne. Ils veulent abolir la langue classique, promouvoir le vernaculaire.
Ils veulent libérer les femmes de la subordination confucéenne. Ils veulent une culture nouvelle, révolutionnaire. Chen Duxiu, l'un des leaders du mouvement, écrit que le confucianisme et la modernité sont incompatibles. Si on veut Mr. Science et Mr. Democracy, on doit dire au revoir à la vieille morale et aux anciennes croyances. C'est un choix binaire. Des générations de jeunes Chinois grandissent dans cette atmosphère iconoclaste, embarrassés par leur propre héritage culturel. Puis vient le communisme. Mao Zedong voit le confucianisme comme l'idéologie de la classe dirigeante féodale. Le marxisme doit le remplacer complètement. Pendant la révolution culturelle, le rejet devient violent. Les gardes rouges saccagent le temple de Confucius à Koufu, sa ville natale. Ils profanent sa tombe. Ils brûlent les livres confucéens qui ont survécu à tant d'autres destructions. Ils forcent les professeurs à dénoncer Confucius publiquement. Posséder des classiques confucéens devient dangereux. La campagne anti-Confucius atteint son apogée en 1974 avec la campagne « Critiquer Lin Biao », critiquer Confucius. Lin Biao, l'ancien dauphin de Mao tombé en disgrâce, est accusé d'avoir voulu restaurer le confucianisme réactionnaire. Confucius est dénoncé comme un esclavagiste, un défenseur des privilèges aristocratiques, un ennemi du progrès. Des millions de personnes assistent à des séances de dénonciation. Les écoles enseignent que Confucius était fondamentalement mauvais. Mais après la mort de Mao en 1976, le ton change graduellement. La Chine s'ouvre économiquement, puis culturellement. Dans les années 80 et 90, il y a une réévaluation prudente. Peut-être que Confucius n'était pas si terrible après tout. Peut-être que certains aspects de la tradition confucéenne peuvent être préservés, voire célébrés. Le gouvernement communiste réalise que le confucianisme peut être utile. Il valorise la stabilité sociale, le respect de l'autorité, la priorité du collectif sur l'individu. Exactement ce qu'un régime autoritaire désire. Il peut légitimer le pouvoir du parti en le présentant comme l'héritier moderne de la tradition confucéenne du gouvernement vertueux. C'est ironique, mais la politique l'est souvent. Donc, dans la Chine contemporaine, Confucius revient en force. Le temple de Koufu est restauré et devient une attraction touristique majeure. Les instituts Confucius ouvrent dans le monde entier, ostensiblement pour enseigner le chinois, mais aussi pour projeter le soft power chinois. Les discours officiels invoquent l'harmonie sociale, un terme profondément confucéen. Les écoles réintroduisent l'étude des classiques. Des émissions télévisées populaires expliquent les entretiens à un public de millions de personnes. Mais c'est un confucianisme sélectif, adapté aux besoins du parti. On insiste sur l'harmonie et la loyauté, moins sur le devoir du dirigeant d'être vertueux et le droit de résister à la tyrannie. C'est le confucianisme comme outil de contrôle social, pas comme philosophie éthique critique. Les intellectuels indépendants qui tentent d'utiliser le confucianisme pour critiquer le gouvernement sont rapidement réduits au silence. À Taïwan, préservé du communisme, le confucianisme a survécu de manière plus continue. Le gouvernement nationaliste du Kuomintang s'est présenté comme le gardien de la culture chinoise authentique face au communisme athée du continent. Le confucianisme était enseigné dans les écoles, les temples maintenus, les rituels observés. Même aujourd'hui, Taïwan célèbre l'anniversaire de Confucius comme jour férié avec des cérémonies élaborées. En Corée du Sud, le confucianisme reste profondément enraciné. Les rituels ancestraux sont toujours largement pratiqués. Le respect pour l'âge et l'autorité structure les relations sociales
et même le langage, différents niveaux de politesse selon le statut relatif. Le système éducatif hyper compétitif, avec son insistance sur l'examen comme voie de réussite, rappelle les examens impériaux confucéens. Les femmes coréennes se plaignent souvent que le confucianisme les opprime avec ses attentes patriarcales. Au Japon, le confucianisme a été moins dominant que le bouddhisme et le shintoïsme, mais il a néanmoins profondément influencé la culture. L'éthique samouraï incorporait des éléments confucéens. Le système d'entreprise japonais moderne, avec sa loyauté à vie entre employés et employeurs, ses hiérarchies strictes basées sur l'ancienneté, reflète des valeurs confucéennes. Bien sûr, les Japonais ne l'identifient pas toujours comme tel, mais l'influence est là. Au Vietnam, la tradition confucéenne était forte avant le communisme. Les examens mandarinaux étaient calqués sur le modèle chinois. La culture familiale était profondément confucéenne. Le communisme a tenté de l'éradiquer, mais avec la réforme économique, certaines valeurs confucéennes réémergent, notamment le respect familial et l'importance de l'éducation. Dans la diaspora chinoise mondiale, le confucianisme survit de manière diffuse. Les familles sino-américaines, sino-australiennes, sino-européennes maintiennent souvent des pratiques qu'elles ne reconnaissent pas nécessairement comme confucéennes, mais qui en découlent. Insister pour que les enfants excellent à l'école, valoriser les professions respectables comme médecins ou ingénieurs, maintenir des liens familiaux étroits, honorer les aînés, c'est un confucianisme vécu plutôt que philosophé. Et puis il y a les philosophes académiques en Asie et en Occident qui continuent à débattre de la pertinence du confucianisme. Peut-il y avoir une démocratie confucéenne? Certains arguent que oui. Le confucianisme valorise le gouvernement pour le peuple, même s'il ne parle pas de gouvernement par le peuple. On peut imaginer une méritocratie où les dirigeants sont sélectionnés par compétence plutôt qu'élection, mais doivent tout de même servir l'intérêt public et peuvent être révoqués s'ils échouent. C'est controversé, mais intéressant. Le confucianisme peut-il s'adapter au féminisme? Certaines féministes chinoises tentent de récupérer et réinterpréter la tradition. Elles notent que reine, l'humanité, ne devrait pas avoir de genre. Elles réinterprètent les textes pour montrer que l'oppression des femmes n'était pas essentielle au confucianisme, mais une distorsion patriarcale ultérieure. C'est un travail difficile, car les textes classiques contiennent indéniablement beaucoup de matériel problématique du point de vue moderne. Le confucianisme peut-il dialoguer avec d'autres traditions? Des philosophes comparatistes explorent les parallèles et les différences. Aristote et Confucius ont tous deux une éthique de la vertu. Mais Aristote est plus analytique, plus systématique, tandis que Confucius est plus contextuel, plus relationnel. Kant et Confucius ont tous deux un impératif moral universel, mais formulé très différemment. Le christianisme et le confucianisme valorisent tous deux l'amour et la compassion, mais dans des cadres métaphysiques différents. Ces dialogues interculturels enrichissent notre compréhension. Ils montrent que les différentes traditions philosophiques posent des questions similaires et y répondent de manière variée, chacune avec ses propres insights. Aucune tradition n'a le monopole de la sagesse. Chacune peut apprendre des autres. Mais au-delà de toutes ces discussions académiques et politiques, qu'est-ce que Confucius offre à un individu ordinaire aujourd'hui dans n'importe quelle partie du monde? Plusieurs choses, peut-être. D'abord, l'idée que nous devenons humains à travers nos relations. Nous ne sommes pas des individus isolés qui choisissent ensuite d'entrer en relation. Nous sommes constitués par nos relations dès le début. Nous sommes fils ou filles,
frère ou sœur, ami, collègue, citoyen. Ces rôles ne sont pas des masques que nous portons sur un vrai soi caché dessous. Ils sont ce que nous sommes. Notre identité est relationnelle. Cela implique que l'éthique concerne principalement comment nous nous comportons dans ces relations. Pas d'abord des principes abstraits ou des droits universels, mais des devoirs concrets envers des personnes concrètes. Suis-je un bon fils, un bon père, un bon ami, un bon collègue? Ce sont les questions qui importent au quotidien. Deuxièmement, l'idée que la vertu se cultive, elle ne vient pas naturellement. Nous avons des potentiels pour le bien, mais ils doivent être développés activement par l'éducation, la pratique, l'effort constant. C'est un travail de toute une vie. Personne n'est simplement bon spontanément. Nous devons tous lutter contre nos tendances égoïstes, discipliner nos désirs, former nos caractères. Cela peut sembler exigeant, épuisant même, mais c'est aussi libérateur. Cela signifie que nous ne sommes pas prisonniers de notre nature ou de notre passé. Nous pouvons changer, nous améliorer, devenir meilleurs. Peu importe d'où nous venons, nous pouvons cultiver la vertu. C'est démocratique, en un sens profond. Troisièmement, l'importance des rituels et des habitudes. Les petits gestes quotidiens importent. Comment nous mangeons, comment nous saluons les autres, comment nous écoutons, comment nous parlons, tout cela forme notre caractère. La vertu n'est pas seulement dans les grands moments héroïques, mais dans les petites décisions constantes. Faire le lit chaque matin, tenir la porte pour quelqu'un, dire merci sincèrement, ces rituels minuscules nous civilisent. Quatrièmement, la valeur de l'étude et de la réflexion. Lire les grandes œuvres du passé, réfléchir sur les expériences des autres, apprendre de l'histoire, tout cela nous aide à naviguer notre propre vie. Nous ne devons pas réinventer la roue. Les sages du passé ont déjà pensé profondément aux questions que nous affrontons. Nous pouvons apprendre d'eux, même si nous ne les suivons pas aveuglément. Cinquièmement, la réciprocité comme principe éthique de base. Avant d'agir, demandez-vous, voudrais-je que quelqu'un me fasse cela? C'est simple mais puissant. Cela nous force à sortir de notre propre perspective, à considérer l'impact de nos actions sur les autres. C'est une empathie pratiquée, un exercice moral quotidien. Sixièmement, l'acceptation des hiérarchies tout en insistant sur la réciprocité des devoirs. Oui, certains ont plus d'autorité que d'autres, mais l'autorité vient avec la responsabilité. Les parents doivent aimer leurs enfants, pas seulement les commander. Les dirigeants doivent servir le peuple, pas seulement le dominer. Le pouvoir n'est légitime que s'il est exercé pour le bien de ceux sur qui il s'exerce. Et finalement, la modestie intellectuelle. Confucius refuse de spéculer sur ce qu'il ne peut pas savoir. Il se concentre sur ce qui est humainement accessible et important. C'est rafraîchissant dans un monde rempli de certitudes idéologiques. Nous ne savons pas tout. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Mais nous pouvons nous efforcer d'être meilleurs aujourd'hui que hier, de traiter les autres avec respect, de remplir nos devoirs au mieux de nos capacités. C'est suffisant. Bien sûr, tout cela peut être critiqué. Le relativisme relationnel peut devenir du népotisme. L'insistance sur l'harmonie peut étouffer le dissent légitime. Le respect pour le passé peut devenir du conservatisme rigide. Les rituels peuvent devenir des conformismes vides. Les hiérarchies peuvent devenir oppressives, même avec la réciprocité théorique. Le confucianisme n'est pas une panacée, mais aucune philosophie ne l'est. Chacune a ses forces et ses faiblesses, ses insights et ses angles morts. Le confucianisme offre une perspective particulière, enracinée dans une histoire spécifique, mais avec des résonances universelles. C'est une voie
dans la grande conversation humaine sur comment vivre, une voix qui mérite d'être écoutée même si nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Confucius lui-même aurait probablement approuvé cette approche. Il n'était pas dogmatique. Il adaptait son enseignement à chaque élève. Il encourageait la réflexion, pas la mémorisation mécanique. Il disait « Étudier sans réfléchir est vain. Réfléchir sans étudier est dangereux. Les deux sont nécessaires, apprendre des autres et penser par soi-même. » Alors, 2500 ans après sa mort, que pouvons-nous dire de Confucius? Qu'il était un homme de son temps, limité par son contexte historique, mais aussi quelqu'un qui a vu au-delà de son temps vers des vérités plus durables. Qu'il a échoué dans son ambition immédiate de réformer la politique de son époque, mais a réussi au-delà de toute mesure dans son ambition plus profonde de transmettre la sagesse aux générations futures. Qu'il n'était ni un saint parfait, ni un simple produit idéologique, mais un enseignant sincère qui a lutté toute sa vie pour comprendre comment les humains peuvent vivre ensemble harmonieusement. Son héritage est complexe, contesté, en constante évolution. Il a été utilisé pour justifier l'oppression et pour inspirer la résistance, pour maintenir le statu quo et pour motiver la réforme. Son nom a été invoqué par des empereurs tyranniques et par des professeurs modestes, par des conservateurs réactionnaires et par des progressistes visionnaires. C'est la preuve que sa pensée est riche, multifacette, capable d'interprétations diverses. Peut-être que la sagesse ultime de Confucius n'est pas dans des doctrines spécifiques, mais dans son exemple même, une vie consacrée à la recherche de la vertu et de la compréhension, maintenue avec intégrité malgré l'échec extérieur, trouvant du sens dans le processus lui-même plutôt que dans les résultats. Il n'a pas changé le monde de son vivant, mais il a planté des graines qui continuent à germer. Il n'a pas écrit de système philosophique complet, mais il a posé des questions et suggéré des directions qui nourrissent encore la réflexion. Il n'a pas fondé de religion, mais il a inspiré une tradition qui a façonné des civilisations. Et dans notre monde contemporain fragmenté, globalisé, en changement rapide, peut-être avons-nous encore besoin de ce qu'il offrait, une éthique enracinée dans les relations humaines concrètes, une insistance sur la cultivation personnelle constante, une foi que l'éducation et l'effort moral peuvent améliorer les individus et les sociétés, un appel à équilibrer le respect pour le passé avec l'adaptation au présent. Confucius ne nous donnera pas de réponse toute faite aux dilemmes modernes, mais il peut nous aider à poser de meilleures questions, à réfléchir plus profondément, à agir plus consciencieusement. Et peut-être que c'est tout ce qu'on peut raisonnablement demander à un sage d'il y a 2 millénaires et demi. Le soleil se lève et se couche. Les dynasties s'élèvent et tombent, les empires naissent et meurent. Mais les questions fondamentales de l'existence humaine demeurent. Comment devrais-je vivre? Comment puis-je devenir meilleur? Comment puis-je contribuer au bien commun? Confucius a consacré sa vie à ces questions. Ses réponses ne sont peut-être pas les nôtres, mais sa dévotion à la quête elle-même reste un modèle. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à proposer de nouveaux sujets dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like si ce voyage à travers la vie et l'héritage de Confucius vous a intéressé. Bonne nuit et que vos propres quêtes de sagesse soient fécondes.